Très bien. C'est toi qui fais avancer? C'est toi qui fais avancer la presse ou c'est toi? Non, c'est moi qui vais. Alors, c'est bon pour vous commencer. Ok, ben ça démarre. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Alors, une excuse de Pôle Emploi qui n'a pas pu être présent finalement. On a également une experte RH qui doit être avec nous, mais problème sur la route. Donc, on va faire en mieux pour cet atelier sur la thématique réussir sa première embauche. Alors, ensemble, on va voir les différentes étapes. Donc déjà, dès le moment du recrutement, par quelles étapes on va passer. Une fois qu'on a trouvé des candidats, je dirais, best practice, trucs et astuces pour bien mener un entretien. Et puis on verra l'intégration de nouveaux collaborateurs et puis la fidélisation des employés. Alors, cet échange cet après-midi vous est proposé par le Club des entrepreneurs d'initiative Martinique Active que j'anime. Donc on va se présenter dans quelques instants. C'est un club qui a été conçu pour vraiment promouvoir le savoir-être des chefs d'entreprise, pouvoir permettre aussi des moments de réunion pour identifier des synergies, des besoins mutuels, des collaborations, casser la solitude du chef d'entreprise et puis permettre à chacun de développer son activité. Alors, c'est un club dont l'animation a été reprise par l'espace Coworking depuis 2019. Alors, cet après-midi, je suis donc moi, Ludovic Herby, l'animateur du club, accompagné de Marie-Béatrice Thérosier, une de nos membres, gérante du restaurant Pégase à Fort-de-France. Marie-Béatrice, bienvenue. Dis-nous, qui es-tu? Bonjour à tous, je suis Marie-Béatrice Thérosier, j'ai 55 ans. J'ai travaillé au sein d'un grand groupe en métropole pendant de nombreuses années et je me suis réinstallée à la Martinique en 2016 avec un projet de création d'entreprise en franchise. Je le précise parce qu'on bénéficie d'un accompagnement du franchiseur. Et donc, ce projet s'est concrétisé. Et donc, il s'agit d'une sandwicherie, saladerie et avec également des plats chauds qui est vraiment focalisée sur la restauration du midi avec des bons produits, un bon rapport qualité-prix. Et j'insiste sur ça parce que ça veut dire que nous avons besoin de candidats qui soient vraiment focalisés sur la qualité du produit. En fait, on n'ouvre pas de boîte de conserve, on fait tout sur place. Néanmoins, on n'est pas en restauration gastronomique, donc on fonctionne avec une toute petite équipe. Et je dois dire que c'est assez sportif. Une équipe de combien de personnes, Marie-Béatrice? Alors nous sommes 3, je fais partie intégrante de l'équipe et j'ai 2 collaboratrices actuellement, donc qui sont employées polyvalentes de restauration et je fais appel à des extras quand c'est nécessaire et mon service de livraison est externalisé. D'accord. Ben, du coup, lançons directement le sujet. Ces deux collaboratrices, depuis combien de temps elles sont avec toi et comment tu as procédé pour leur recrutement? Alors, euh, mes 2 collaboratrices sont là depuis fin 2018 pour une d'entre elles et 3 ou 4 mois plus tard pour la seconde. Mhm. Mais puisqu'on parle de sa première embauche, en l'occurrence, ce n'est pas ma première équipe. Très Ma bien. première équipe, je l'ai recrutée en 2017. J'ai ouvert en janvier 2017, donc je l'ai embauchée fin 2016. Mhm. Et je dois dire que c'était vraiment stratégique. Et donc, j'ai mis en place un process avec Pôle emploi, qui ne sont pas là aujourd'hui, mais je dois dire que le Pôle emploi de Trinité m'a vraiment bien accompagnée
Le laps de temps dont je disposais pour recruter était très court. Combien de Et temps à peu près? en fait, j'ai recruté en 3 semaines. D'accord. Pôle emploi a fait une première sélection. On a organisé à Trinité une réunion de présentation du concept. Et je dois dire que ça nous a permis d'écrémer assez rapidement. J'ai vraiment présenté le produit, l'organisation de l'équipe, mes attentes vis-à-vis de cette future équipe. Et on a été très clair avec les candidats en leur disant, écoutez, voilà, si ça ne vous convient pas, vous êtes libre de partir, il n'y a pas de problème. Et ceux qui veulent aller plus loin sur le process, effectivement, donc ils sont restés. Et là, on a mis en place des entretiens personnalisés, Mhm. ce qui m'a évité d'avoir à mener trop d'entretiens inutilement. D'accord. Entre guillemets, si tant est qu'un entretien soit inutile. Oui. Donc c'était en deux temps. D'abord une séance d'information collective qui a permis de Exactement. filtrer, puis ensuite la Voilà. phase Donc, le d'entretien premier individuel. temps, ça a été la présélection des candidats par D'accord. les équipes de Pôle emploi. D'accord. Voilà. Moi, évidemment, j'avais reçu les CV. Je dirais qu'on devait avoir une trentaine de personnes dans la salle pour cette première réunion. Et je vous donne un exemple tout bête. Un candidat est arrivé avec une bonne demi-heure de retard à cette première réunion. Et quand je lui ai demandé pourquoi il était en retard, en gros, il n'y avait aucune raison, hein. La réunion était à Trinité, le gars habitait au Robert, il était en retard, ce n'était pas un problème. Mhm. En restauration, il y a peut-être des métiers où on a plus de flexibilité sur les horaires. Il est clair que pour moi, c'était rédhibitoire, hein. Donc, c'est vrai que tout compte. Après, on établit des grilles et on jauge un peu les qualités et les défauts de chacun, mais il y a quand même des défauts qui sont rédhibitoires. Et Du donc, coup, mais première étape, Mhm. c'était la sélection des candidats. Deuxième étape, cette grande réunion de présentation. Et ensuite, une série d'entretiens individuels. Et la dernière étape, ça a été d'échanger avec ma conseillère Pôle emploi, donc Mhm. professionnelle, Mhm. sur les différents profils. On a croisé nos ressentis. D'accord. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à solliciter directement Pôle emploi pour cette première embauche? Eh bien, je l'ai fait tout naturellement. Je pense que j'avais dû en entendre parler par Initiative Martinique et aussi le réseau Entreprendre, hein, puisque je suis Mhm. accompagnée par les deux réseaux. Euh, et par la suite, j'ai aussi été amenée à recruter avec l'aide des missions locales, hein, de la D'accord. mission locale du centre de la D'accord. Martinique. Oui. Et pareil, du coup, qu'est-ce qui t'a amené vers les missions locales pour ces seconds recrutements plutôt que de recommencer avec Pôle emploi? En fait, ce ne sont pas voilà, ce sont pas des décisions qui se prennent de façon stratégique. Moi, quand j'ai besoin d'un candidat, j'ai mon carnet d'adresses que j'ai constitué au fur et à mesure voilà, de l'évolution de mon entreprise. Et on rencontre des gens, on a un bon feeling et on garde le contact. D'accord. Voilà. Et donc la mission locale m'a aussi proposé des candidats parce qu'en restauration, il y a quand même un turnover assez important. Je sais qu'on va parler de fidélisation. Mhm. Voilà, ça fait partie des métiers où le turnover est quand même fort. Et donc, j'ai recruté avec la mission locale une de mes collaboratrices actuelles. Je l'ai recrutée par le biais d'un speed dating qui était organisé par la mission locale à la Galéria. D'accord, Voilà. ok. Et les recrutements ont été déclenchés par une croissance de l'activité, un besoin Alors, de... à la création, c'était sur le Obligatoire. papier, c'était mon D'accord. business plan. Voilà. Mhm. Je travaillais en franchise, comme je vous l'ai dit, donc j'avais ce retour d'expérience de la formation de ma franchise. Et en fait, ce que je vous dis est très spécifique à la restauration, mais il y a des critères de productivité. D'accord. Voilà. Alors qui sont liés à ce qu'on a à réaliser. Mais en restauration, on a aussi un ratio
de personnel, c'est-à-dire que à tel niveau de personnel, on peut pas, voilà, on peut pas être 4 pour 300 € de chiffre d'affaires jour, quoi. C'est juste pas possible. Voilà. Et du coup, j'imagine que le franchiseur donnait aussi une idée des profils, des compétences attendues pour les équipiers. Non, le franchiseur, en fait, dans le cadre de la formation, il attire notre attention sur effectivement certains comportements en restauration, ce qui est très très important. Je parle de restauration rapide, encore une fois, pas de restauration gastronomique. C'est le respect des règles d'hygiène, par exemple. On est soumis à des règles d'hygiène. Aujourd'hui, en période de Covid, c'est encore plus important. C'est évident qu'on doit être vigilant à ce genre de choses. La ponctualité, la qualité d'accueil, ça, je dois dire qu'à la Martinique, c'est un vrai sujet. Le savoir-être. Le savoir-être, absolument. Voilà. Donc, pas de profil de poste spécifique, mais plutôt une grille de lecture voilà, des compétences des personnes. D'accord. Alors, j'ai oublié de préciser au début que s'il y a des questions dans la salle ou des réactions, n'hésitez pas à réagir, également en ligne. Souvent, excusez-moi, parce qu'en fait, du coup, il y a une intervenante qui a finalement réussi à être présente, qui est notre experte RH. Donc, le temps qu'on arrive à pouvoir l'équiper de son micro et qu'elle puisse nous rejoindre. Bienvenue, Marie-Laure Vincenti. Souvent, effectivement, quand on est dans cette étape de première embauche, en tant que chef d'entreprise, on va être un petit peu inquiet parce qu'on se dit comment trouver les bonnes compétences. C'est le technicien. Alors, du coup, 30 secondes. Oui. Parce que je pense qu'elle arrive à propos en plus. Voilà. Oui, enfin, juste ce que je veux dire, c'est que, puisque tu m'interrogeais sur comment est-ce qu'on arrive dans tel organisme ou dans tel autre, j'ai aussi passé des annonces. J'ai publié des annonces pour non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une méthodologie. Il y a le temps dont on dispose, il y a le carnet d'adresses qu'on a. En tout état de cause, Pôle emploi et la mission locale sont là pour placer des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs. Et de fait, on se retourne vers eux. Merci, reprends ton souffle. Donc Marie-Laure Vincenti, experte RH du cabinet IUNI, nous a rejoint. Merci Marie-Laure. En fait, donc on est dans cette étape de première embauche, la partie lancement de recrutement. Donc Marie-Béatrice, qui est dans le domaine de la restauration, nous expliquait qu'il y a des qualités assez précises qui sont attendues. Et dans le cadre de sa première embauche, elle a pu faire appel à Pôle emploi, qui a été très aidant dans finalement le sourcing de candidatures, la présélection et les entretiens. La seconde embauche et les suivantes ont été plutôt en partenariat avec les missions locales. Et quand tu arrivais, je demandais justement, quand on est entrepreneur et qu'on doit se lancer dans son premier recrutement, on est souvent inquiet parce qu'on se dit comment définir les bonnes compétences, comment trouver la bonne personne, comment ne pas se planter, parce qu'on sait qu'une erreur de recrutement, ça coûte quand même de l'argent. En tant qu'expert RH, quels conseils tu donnerais pour justement sécuriser cette embauche ? Alors la première chose généralement que je conseille, c'est de noter tout ce qu'on attend de la personne qu'on a besoin de recruter. Tout ce qu'on a besoin aussi comme compétences, comme mission, comme qualité surtout, pour ne pas se louper. Un recrutement réussi, c'est pas seulement un profil qui correspond, c'est aussi des compétences qui correspondent, un savoir-vivre et un savoir-être qui correspondent. Généralement, je demande toujours de tout noter avant de transmettre l'information. C'est toujours très important de savoir soi-même ce qu'on attend de la personne avant d'aller demander Pôle emploi, cabinet de recrutement ou peu importe, de recruter pour nous. C'est la première difficulté qu'on a quand on est face à un recrutement, c'est qu'est-ce qu'on veut vraiment.
Est-ce qu'on veut une personne polyvalente, une personne qui ne maîtrise qu'une partie, dans la restauration par exemple? Est-ce qu'on cherche un chef cuisinier qui ne va faire que la cuisine, ou on a aussi besoin de quelqu'un qui va passer un coup de balai quand les clients seront servis, qui va dépanner s'il a fini à la cuisine? Donc c'est vraiment tout noter de ce qu'on attend du candidat. Et du coup, souvent quand on se lance dans un recrutement, on pense à l'annonce. Est-ce que c'est ce qu'on met dans l'annonce d'emploi? Comment on fait le lien entre ce qu'on attend, ce qu'on publie? Comment on source les candidats? Généralement, l'annonce est générique. C'est vraiment qu'est-ce qu'on recherche. Je cherche un cuisinier, voici ce qu'on attend d'un cuisinier. Après, les notes que je demande, ça sert aussi à driver l'entretien. C'est pouvoir poser des questions au moment de l'entretien et s'assurer qu'on est face au bon candidat et au bon potentiel futur salarié. D'accord. Et justement, comment s'assurer que l'on attend les bonnes choses? Est-ce que, parce que Marie-Béatrice disait qu'elle est franchisée, donc le franchiseur donne un certain cadre pour lancer l'activité, pas forcément en tout cas dans ce domaine-là de fiches de poste précises, mais comment s'assurer que je vais moi partir sur les compétences qui vont être pertinentes pour mon activité? Est-ce qu'il y a des garde-fous? Généralement, en franchise, on a certains garde-fous. On a ce qui est nécessaire et moins nécessaire. Par contre, quoi qu'il arrive, pour n'importe laquelle des entreprises et n'importe lequel des entrepreneurs, le plus important, c'est de pouvoir vraiment savoir où il va. L'objectif final de son recrutement, c'est aussi son bénéfice, donc son chiffre d'affaires, l'atteinte de son résultat. Donc vraiment, pour moi, un salarié en recrutement, peu importe le niveau de poste, contribue à la réussite de l'entreprise. On est la vitrine, donc est-ce que c'est un salarié vitrine, donc qui va être en contact avec les clients? Est-ce que c'est un salarié qui sera en bac, donc qui ne va pas forcément croiser les gens, mais qui va être en lien direct avec le manager? Est-ce qu'il sera en lien avec le chef d'entreprise lui-même? Donc c'est vraiment, quelle est la finalité du poste? Okay. Est-ce que ça va m'aider simplement à rester dans mes clous de mon chiffre d'affaires, ou vraiment développer ma structure et me dire demain, une personne qui vient à mon restaurant, dans mon entreprise ou demander mes services, finalement sait qu'il y a tel salarié et que ça devient mon key people, donc mon salarié de référence. Et du coup, une fois qu'on a défini tout ça, comment être sûr d'attirer les bons candidats? Généralement, pour attirer un bon candidat, il faut une bonne communication. Un candidat aujourd'hui, pour un recrutement, Martinique a du mal à trouver des informations sur l'entreprise pour laquelle elle postule ou qu'il a contacté. Peu importe, le Pôle emploi dit à madame, je vous conseille tel salarié. Le salarié, généralement, nous, en tant qu'RH, on lui conseille de faire les recherches nécessaires pour répondre aux questions. Et généralement, aujourd'hui, le problème qu'on retrouve, c'est qu'on a trop peu d'informations sur l'entreprise. Donc, pour attirer un candidat, il faut aussi maîtriser sa communication. LinkedIn, Instagram aujourd'hui, le site Internet ou simplement des communications de temps en temps, France Antilles, les médias locaux. J'ai envie de dire, c'est un budget tout ça. Quand on se lance, quand on démarre, l'activité commence parfois à être rentable. Comment savoir sur quelle plateforme investir, sur quels médias, qu'est-ce qui va être le plus pertinent? Excuse-moi Marie-Laure, est-ce que au-delà justement des partenaires que tu citais, Marie-Béatrice, tu avais lancé des communications en plus pour attirer des candidats? Non, honnêtement, et on n'est pas non plus à ce niveau sur mon secteur d'activité. Je recrutais des employés polyvalents de restauration. J'ai mis en place cette grosse réunion d'information. J'en ai ressenti le besoin parce que j'avais observé au sein de ma franchise des process de fabrication que je savais n'être pas encore en place à la Martinique. On était encore très cuisine traditionnelle. Donc, les candidats qui ont assisté à cette réunion ont eu l'info très claire, très détaillée sur l'entreprise, sur mes objectifs. Mais je n'ai pas eu de communication en amont dans la presse ou même sur les réseaux sociaux. Et honnêtement, je doute que les candidats aient fait la démarche de se renseigner avant la réunion. D'accord, c'est important parce que ça reste quand même de la communication. Oui, c'est qu'ils ont quand même reçu quelque chose. Même un mail, c'est le premier atout d'une entreprise, c'est son suivi. Ça fait partir du concept d'intégration d'un salarié, donc c'est d'où l'importance. Après, moi, je dis aux entreprises qui n'ont pas forcément les moyens de se lancer dans une campagne de com, il y a des médias aujourd'hui qui sont gratuits. Instagram, LinkedIn, Pôle emploi. Le site du Pôle emploi
emploi propose une vitrine aux salariés avec le logo, un descriptif, le nombre de salariés et permet justement de faire un lien directement sur les postes recherchés. Donc du coup, si on tape le nom de votre société sur le site du Pôle emploi, on retrouve l'historique de votre entreprise et les postes à pourvoir à ce moment-là. Donc c'est déjà une première vitrine. Après, LinkedIn aujourd'hui nous permet que ce soit gratuit. C'est un média international pour moi. Ce n'est pas seulement le Facebook des professionnels, c'est vraiment pour moi une façon de communiquer, d'attirer, de plaire. En fait, finalement, vous n'allez pas seulement attirer des candidats, mais aussi des collaborateurs, des partenaires, mais aussi des clients, des personnes qui verront en fait que finalement vous avez lancé un nouveau plat, qui viendront essayer, auront peut-être des gens dans leur entourage à qui ils proposeront un poste chez vous, par exemple. Maintenant, j'entends aussi des personnes qui vont dire, mais moi je ne suis pas à l'aise sur LinkedIn, je ne maîtrise pas ces outils, je ne maîtrise pas ces nouveaux modes de communication. Comment faire justement quand on a besoin de compétences, besoin de recruter, mais qu'on n'est pas à l'aise avec toutes ces plateformes? Alors, il y a plusieurs sujets. On peut confier sa communication à un community manager ou à une entreprise. On a aujourd'hui pas mal de formations aujourd'hui qui proposent des stages en alternance. Donc, on peut tout à fait avoir un alternant en interne qui gère cette partie-là. Et puis, finalement, cette personne en alternance va peut-être créer un besoin et se transformer en poste à temps plus durable. Donc, alternance, CDD, CDI, mais finalement, ça va peut-être aussi contribuer à l'évolution de la boîte. Finalement, l'importance d'un recrutement, c'est le développement finalement et l'atteinte de l'objectif au niveau du chiffre d'affaires et de la pérennité de l'entreprise. Ok, donc c'est aussi savoir comment s'aider, comment s'outiller, faire appel aux bonnes personnes pour pouvoir se lancer. Exactement. Alors, une fois qu'on a... Alors, si on n'a pas de questions par rapport au lancement du recrutement, non ? Une fois qu'on a effectivement diffusé ces annonces, attiré ces candidats, on a sourcé, présélectionné, vient l'étape généralement du face-à-face, alors en présentiel ou virtuel, depuis la crise Covid. Comment mener un entretien? Comment être sûr, parce que tu disais au début qu'il faut déjà lister ce qu'on attend, ce qui va permettre de guider ce qu'on va diffuser comme besoin, mais aussi comment on va évaluer au cours de l'entretien. Comment justement, quelle méthodologie mettre en place, comment s'assurer de mener un bon entretien? Alors déjà, pour mener un bon entretien, c'est s'assurer que le salarié sait qu'on va le recevoir. Donc lui envoyer un mail ou une communication qui lui permet de savoir. Si c'est en physique, un mail. Si c'est en virtuel, un mail plus le lien qui permet de se connecter. Généralement, je conseille aux recruteurs ou aux managers qui sont amenés à recruter de préparer leur entretien au même titre qu'on demande à un futur salarié de préparer son entretien. D'être sûr de savoir ce qu'il va présenter. Déjà présenter son entreprise et maîtriser finalement l'historique de l'entreprise, puisque si le salarié, par exemple, le candidat n'a pas pu trouver d'informations sur votre structure, c'est au moment du démarrage de l'entretien qu'il saura, OK, je mets les pieds dans cette société. Donc, ce qu'ils attendent, l'historique, et puis que vous puissiez appuyer sur certains sujets. Je suis franchisé, j'ai des responsabilités, j'ai des rendus à faire, mais je suis aussi moi, et moi, je viens de tel endroit. C'est important pour moi qu'on soit transparent avec ces salariés et avec les futurs salariés, justement, pour pouvoir leur faire entendre que l'objectif, c'est d'être unis. J'ai mon objectif, tu as le tien, mais finalement, en se donnant la main, on va y arriver. Donc vraiment, la préparation de l'entretien, c'est le plus important pour moi. Donc prendre un temps et faire en sorte que les personnes autour sachent qu'on est dans cet instant d'entretien pour ne pas être dérangé. Téléphone sur silence, valable pour le candidat comme pour le manager ou pour le recruteur. Une pièce isolée qui permet de recevoir en toute simplicité avec une isolation phonique. Et puis finalement une bonne préparation, quitte à avoir des notes, quitte à avoir son PC qui nous permet aussi de prendre des notes, mais vraiment avoir un suivi et puis finalement poser les bonnes questions. Alors, justement, tu disais, Marie-Béatrice, que tu as eu, après, une fois la présélection faite, cette phase d'entretien. Tu étais seule avec les candidats ou il y avait ta conseillère Pôle emploi avec toi pour l'évaluation? Alors, j'étais seule, en règle générale, sur la plupart des entretiens, mais la conseillère Pôle emploi a rencontré ma sélection finale. D'accord. Voilà, on a fonctionné en entonnoir. Alors, ce que vous dites est tout à fait vrai. Et moi, pour tous mes entretiens, c'est valable aujourd'hui, mais je le faisais aussi quand j'étais cadre à Paris. Je construis des grilles d'évaluation. Parce qu'effectivement, un candidat n'est pas parfait.
Et en plus, quand on en rencontre beaucoup, c'est ensuite assez difficile de se rappeler. Quand on a 2-3 personnes, ça va, mais quand vous envoyez 15, c'est assez difficile de se rappeler ce qu'on a ressenti. Alors on peut rester sur un ressenti très négatif, là, le candidat est éliminé, mais sur des candidats qui peuvent passer la seconde étape, moi je construis des grilles très précises sur les différents points qui sont importants pour moi, que ce soit en termes d'expérience, de personnalité, je vais vous dire de mobilité. Par exemple, D'accord. nous, on est dans un tout petit local. Mhm. Et donc, c'est vrai que mon restaurant fait 45 mètres carrés, salle comprise. J'ai besoin de personnes qui soient agiles, qui ne soient pas empotées, qui ne laissent pas tomber. Voilà. Et donc, j'ai toute cette grille de lecture. Alors, évidemment, l'agilité, je ne vais pas la tester en entretien, je vais la tester sur les derniers candidats lors de mise en situation. Et ça, c'est très propre à mon activité. Et là, effectivement, j'observe les personnes. Est-ce qu'elles savent garder leur poste? Est-ce qu'elles savent bien manipuler leur couteau? Enfin, voilà. Okay. C'est très important du coup, ça me rappelle que j'ai un ami chef d'entreprise qui généralement note tout à l'entretien et au moment où il faut faire l'entretien annuel ou l'entretien professionnel, il dit « Souviens-toi, tu m'avais dit ça à ton entretien de recrutement ». Donc ça sert aussi en fait finalement à suivre l'entretien dans son intégration, période d'essai, période d'intégration, l'intégration avec aussi les collègues qui sont déjà présents et puis finalement ça donne un canevas, une direction pendant la carrière. C'est toujours un point de départ qu'est cette grille. C'est très important en fait. C'est vraiment un atout que vous ayez cette grille puisque finalement, vous allez toujours pouvoir revenir vers quelque chose, une promesse qui a été faite à l'entretien ou un trait de personnalité qui a été mis en avant ou moins mis en avant. Et puis, c'est quelque chose qui évolue. C'est-à-dire qu'au moment où vous aurez à redire quelque chose ou à former votre salarié, vous pourrez toujours prendre comme élément de départ ça en disant effectivement à son entretien, il m'avait déjà dit qu'il n'était pas agile, mais je vois qu'il fait des efforts. Peut-être qu'il faudrait le former. Par exemple, c'est très important. Okay. Donc, j'ai entendu effectivement deux outils que l'on retrouve dans des processus d'évaluation. Donc la grille qui va permettre justement de rendre objectif l'évaluation, la mise en situation et qui va être justement un plus sur la sélection, je dirais finale, pour aller encore plus loin dans l'évaluation et se dire voilà en situation de travail qui vraiment se distingue, qui se démarque. Maintenant, tu as évoqué cette notion de ressenti que l'on peut avoir, on reste sur de l'humain. Oui. Comment éviter les biais dans le recrutement? Parce que souvent il peut y avoir des biais dont on peut ne pas être conscient et qui peuvent, je dirais, fausser l'évaluation, positivement ou négativement. Est-ce qu'il y a des astuces pour limiter ces biais dans le recrutement? Est-ce que Marie-Laure, tu peux peut-être les partager? Alors, la première astuce, c'est de ne pas transgresser, de ne pas sortir du cadre de l'entretien. Donc, ne pas poser de questions trop personnelles. C'est aujourd'hui la problématique qu'on peut retrouver dans certains entretiens. En fait, on va biaiser le sujet, on va s'éloigner et s'écarter de l'objectif initial. Et c'est ce qui fait qu'on va peut-être louper certaines choses. Donc, on ne va pas finalement parler de l'objectif global et de l'objectif commun. On va parler de choses qui n'ont pas de sens ou pas de lien. Ce que je conseille généralement, c'est de suivre son cheminement. En grand 1, généralement, je présente mon entreprise. En grand 2, je le laisse se présenter. Et en grand 3, on échange, c'est-à-dire qu'est-ce que vous attendez de moi et qu'est-ce que j'attends de vous. Et du coup, le fait de pouvoir bien préparer cet entretien et de se mettre des limites, c'est-à-dire pas aller trop loin dans le côté perso, vraiment fouiller sur le côté pro, poser les bonnes questions. Les bonnes questions, ça peut être, est-ce que vous êtes prêt à travailler de nuit? Est-ce que vous êtes prêt à rester debout sur vos métiers? Ou dans le BTP, ça peut être également, est-ce que vous êtes prêt à travailler à l'extérieur? Parce qu'aujourd'hui, on a des maçons qui s'attendent à travailler sur ce chantier isolé, c'est-à-dire avec une couverture, etc. Et donc, ils ne sont pas prêts à travailler sous le soleil. Donc, vraiment, les aptitudes physiques et puis le savoir-vivre. En fait, pour voir si ça va matcher, il y a le feeling, donc le ressenti au premier entretien. Avant, on avait la poignée de main avant le Covid. Aujourd'hui, on a le salut avec les yeux. Derrière le masque. C'est ça, exactement. Aujourd'hui, donc pour pouvoir bien ressentir ce feeling qui va au-delà du ressenti personnel, il faut poser des questions stratégiques. Qu'est-ce que vous attendez de nous? Finalement, les candidats, généralement, ils bug.
Qu'est-ce que j'attends de vous? Parce que finalement, ils sont venus vous apporter une compétence. Parce qu'on n'est pas forcément dans une préparation des candidats en donnant. Et puis, il y a les questions du type, est-ce que vous savez où vous mettez les pieds? Ça peut être aussi ça, c'est-à-dire la question qui fait peur, mais qui finalement va montrer la réactivité du client. Donc, ce sont des petites questions parfois à piège. Je n'aime pas les questions où vous voyez-vous dans 5 ans. Finalement, en 2021, ça devient obsolète. Finalement, on peut taper sur Facebook, sur Google et trouver une réponse bateau. Mais vraiment poser une question à caractère humain. Qu'est-ce qui vous passionne dans votre vie? Quelqu'un qui n'a pas de passion à l'extérieur, finalement, ne va pas trouver un avantage à être chez vous. Ce sera un boulot alimentaire. Mais quelqu'un qui va dire, j'aime la randonnée, j'aime les sorties, j'aime la lecture, on va rebondir. Vous lisez quoi? Ça vous permet de savoir si sa recherche est en lien avec ses loisirs. Un professeur va peut-être avoir des livres ou des lectures philosophiques. Donc, on sait que ça peut matcher. Mais quelqu'un qui vous dit, je suis fainéant, j'aime dormir, mais qui finalement vous recrutez pour votre restaurant, à un moment, ça ne matche pas. Voilà. Ok, donc du coup, pour limiter ce genre de biais, c'est d'être sûr d'avoir des questions qui vont être objectives et précises par rapport à ce qu'on attend du poste et pertinentes. C'est ça. D'accord. Alors maintenant qu'on a vu tous les candidats, qu'on a sa shortlist, comment être sûr qu'on va identifier le ou la bonne? Qu'est-ce qu'on attend? Ok, donc on reprend sa petite grille et on voit qu'il y a le plus qui de a points. matché le plus? Parfois, on a 2 candidats qui sont en confrontation, donc qui ont même compétences, même expérience, même profil. Finalement, c'est le feeling qui va faire que ça va matcher. C'est cette petite question ou cette petite phrase de fin. Quand on pose à un salarié ou un candidat la question est-ce que vous avez une question à poser? Ça aussi, ça bascule l'entretien. Quand on dit non, pour moi, généralement, c'est qu'on n'était pas prêt forcément à avoir un échange. Quelqu'un qui pose simplement une question, quand est-ce que je vais commencer? C'est là déjà montrer l'intérêt pour le poste. Donc, c'est vraiment sur la finalisation, le feeling, le ressenti. Et puis, sur la carrure, en fait, on l'ignore ou on veut le cacher, mais le feeling visuel aussi match. Le côté, je dis souvent avec mon associé, morphopsychologie, en fait, finalement, c'est ce qui va faire basculer la teneur d'un entretien et puis l'issue de l'entretien finalement. Est-ce que Marie-Béatrice, tu t'es retrouvée à hésiter entre plusieurs candidats quand tu étais en phase de recrutement? Oui, ça m'est arrivé. Alors, pas forcément sur mon expérience Pégast, mais sur mes expériences de manager passées. Parfois, effectivement, on a 2 CV sur la table et en règle générale, j'aurais tendance à dire que 2 candidats ne sont jamais vraiment tout à fait à égalité. Et c'est pour ça que j'essaye d'objectiver au maximum les critères et de les hiérarchiser. Et ensuite, comme disait Madame, il y a quand même un feeling qui se dégage, au-delà de compétences égales, de qualité personnelle. Voilà, et encore une fois, il n'y a pas non plus de recette magique. Après, vous avez la période d'essai pour confirmer, voilà. Mais en règle générale, il y a quand même toujours quelqu'un qui se détache. D'accord. Ok, donc une fois qu'on a trouvé le ou la bonne candidate, va venir le moment de l'intégration. Alors c'est vrai que ce moment est très important parce que comme tu le disais, on a une période d'essai qui permet de confirmer qu'on va pouvoir travailler ensemble ou finalement qu'il y a des choses qui vont poser problème et donc pouvoir arrêter la collaboration. Comment justement préparer cette intégration? Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place pour les premiers jours de ce nouveau collaborateur? Est-ce qu'il y a une méthodologie là-dessus? Alors, process d'intégration, très important, toujours à préparer. C'est une chose qu'on fait une fois et après qui reste. Le process d'intégration, c'est qu'est-ce que je présente au salarié son premier jour. Son uniforme, un stylo, je lui fais faire le tour, je lui présente ses collègues. Ça, c'est un process d'intégration réussi. C'est-à-dire que le salarié ne reviendra pas nous dire « je ne connais pas cette pièce-là » ou « je ne savais pas qu'il y avait cette table-là ». Par exemple, c'est vraiment cette première journée qui sera décisive puisque la période d'essai, c'est un instant où le salarié teste l'employeur, l'employeur teste le salarié. Donc, c'est très important que la première impression soit la bonne.
Donc vraiment, généralement, je conseille toujours d'avoir un welcome kit, donc un livret d'accueil à lire, au pire à envoyer avant l'intégration et au moment de l'embauche physique de dire j'avais lu ça, j'avais vu ça, ok, je savais qu'on était 6, mais elle m'a présenté cette personne. Finalement, il va voir que c'est un document qui évolue. Et puis, il y a des salariés qui sont un peu tatillons, qui vont peut-être poser beaucoup plus de questions, donc être prêt à répondre à n'importe laquelle des questions. Alors quand je suis une petite structure peut-être où il n'y avait que moi, donc maintenant on sera 2, du coup j'ai pas forcément de welcome kit. Quelles sont les peut-être étapes à ne pas louper? Comment organiser cette première journée au sein de la structure? Être là, donc être présent. Certains chefs d'entreprise bousculés oublient la prise de poste de salarié, surtout quand on est dans un petit effectif. Et puis finalement, le fait d'être seul fait qu'on va louper des choses. Est-ce que la promesse d'embauche avait été envoyée? Est-ce que le contrat de travail est fait? Est-ce que la déclaration préalable à l'embauche est faite? Puisque finalement, le salarié va attendre de signer ces documents-là les 2 premiers jours. Donc, il y a le côté légal et puis il y a le côté vraiment... qu'est-ce que j'ai apporté au salarié son premier jour? Est-ce qu'il a une formation la première semaine, les premiers jours? Donc, finalement... même en étant tout seul, on se prépare à recevoir quelqu'un puisque l'objectif d'un chef d'entreprise, c'est de grossir. Donc, si j'ai bien accueilli mon premier salarié, je saurai mieux faire pour le second et progressivement, ça va avancer. Et puis, le premier que je vais recruter va servir d'exemple pour tous mes autres recrutements. Donc, même si on n'a rien à proposer, on est au salon OSE, on a un stylo, on a un cahier. Donc, le salarié a quelque chose sur quoi noter, même si c'est un cahier qu'on a acheté chez Bureau Vallée, sans faire de publicité, mais vraiment, on est sûr de lui donner quelque chose qui va lui permettre d'avoir un support pour ses premiers jours. Ok. Du coup, tu disais, Marie-Béatrice, que sur ton métier, on est surtout sur une recherche de qualité, de savoir-être et d'agilité. Du coup, une première journée au sein de Pégast, ça s'organise comment? Elle est effectivement assez normée. Déjà, j'essaye d'intégrer mes collaborateurs sur des journées à faible tension, parce qu'on a quand même une activité un peu cyclique. Je suis en centre-ville de Fort-de-France. Le mercredi et le vendredi sont des journées plus calmes. Le lundi, on est super speed et je n'ai pas une minute à moi. Donc évidemment, je vais plutôt favoriser... chaque fois que c'est possible, d'intégrer mes collaborateurs un mercredi ou un vendredi. Ça me permet effectivement d'avoir beaucoup de temps à leur consacrer et donc vraiment de les accompagner pas à pas, présentation de l'équipe. Normalement, ils ont déjà vu la boutique, ils connaissent déjà un petit peu les produits puisqu'on a eu tous les process de mise en situation. Mais c'est vraiment au-delà même de la première journée en ce qui me concerne, c'est je dirais 3 bonnes journées d'observation, en sachant que je suis moi-même très impliquée dans la production et donc les candidats peuvent avoir l'impression que je ne m'occupais pas d'eux, mais ce n'est pas le cas. Mon local est petit, je les ai toujours à l'œil, je passe régulièrement voir ce qu'ils font, vérifier, rectifier, mais j'attends d'eux dès la première journée, parce qu'encore une fois, on est sur des métiers de cuisine, donc qui ne nécessitent pas 3 semaines de brief. J'attends d'eux cette première journée qu'ils prennent les choses en main. Donc, c'est vraiment pour moi une période d'observation à distance. Voilà, on va dire, à bonne distance. Et je regarde et j'observe aussi beaucoup comment fonctionne l'équipe. Alors, c'est peut-être propre à mon entreprise, mais j'ai des collaboratrices qui sont, j'ai eu des collaborateurs qui sont très engageants, très enveloppants, qui vont aller naturellement vers le collaborateur qui intègre. Et j'en ai d'autres, vous en avez qui vont être sur la défensive, on empiète sur leur territoire, ou alors par simple timidité. Et là, j'interviens également pour essayer très vite de mettre du lien. Oui, d'accord. Parce que c'est important. C'est pour ça que l'intégration finalement du salarié ne concerne pas que la recrue, ça concerne aussi l'équipe déjà en poste. C'est important de communiquer sur l'arrivée de quelqu'un de nouveau et pas simplement de se réveiller un matin et découvrir qu'on a un nouveau collègue, puisque dans les entreprises où les équipes sont formées, ça nécessite d'ouvrir petit à petit le cercle, et donc d'apprendre certaines choses à des nouveaux, par exemple, qui peut-être sont experts dans leur métier, mais pas experts chez vous. Donc, c'est important aussi pour ceux qui vont recevoir le salarié, donc les collègues, d'être prêts à recevoir le salarié. Ça permet aussi, finalement,
de savoir si les autres sont prêts à travailler en équipe, puisque en entretien, on dit tous qu'on est prêt à travailler en équipe. À 2, à 3, on est prêt. Et puis une fois qu'on est 10, on se rend compte que certains ont un peu du mal à aller vers l'autre. Donc c'est aussi important de préparer avant l'arrivée du salarié ceux qui sont déjà présents. Du coup, si on a déjà effectivement une équipe en place, c'est briefer les collaborateurs déjà présents pour l'intégration de la nouvelle recrue. Alors, comment ça se passe pour justement, je dirais, trouver la bonne dose entre accompagner et laisser de l'autonomie? Puisque souvent, quand on est sur une petite structure, il faut vite monter je dirais, un niveau de maîtrise de l'activité, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Comment trouver ce juste milieu pour ne pas mettre dès les premiers jours une pression sur cette nouvelle recrue? Généralement, on est suffisamment prêt quand on est seul à recevoir quelqu'un que finalement on a peur de l'étouffer. Donc sur les petites structures, je sais que généralement les chefs d'entreprise vont préparer suffisamment le terrain pour ne pas avoir la sensation d'être sur le dos du salarié, parce que ça se voit quand un salarié est agacé, ça se voit à son visage. On a le masque certes, mais on a les traits minés. Donc finalement, ce qui est important de faire, c'est de pouvoir dire aux salariés de prime abord, je vais peut-être être sur ton dos, mais c'est parce que je veux que tu sois prêt dans 48 heures. Ou lui expliquer de but en blanc, on n'a pas le droit à l'erreur, tu as 48 heures pour faire tes preuves. Peu importe la durée de la période d'essai, il sait qu'il a 48 heures pour faire ses preuves. D'accord, donc être effectivement transparent sur le temps disponible pour être à un niveau de maîtrise attendu par rapport à la structure, à l'exigence de l'activité, etc. Ok, alors on va dire que la période d'essai est confirmée, tout se passe bien, il y a une satisfaction des deux côtés. Comment faire pour que le collaborateur continue de s'épanouir au sein de la structure? Comment fidéliser une recrue? Il faut maintenir le contact. Quand on est chef d'entreprise et qu'on débute, on est toujours très proche de ses salariés, mais au fur et à mesure que l'équipe grandit, on se rend compte que les chefs d'entreprise s'éloignent de leurs équipes. Donc finalement, soit on met quelqu'un entre les deux, donc un manager qui va garder le contact, soit on garde soi-même le contact. Pour suivre la progression, entretien professionnel, entretien annuel. Avoir toujours ce temps fort dédié aux salariés, c'est 45 minutes, 1 heure où on sait qu'on va consacrer du temps aux salariés pour l'écouter. Et puis finalement, il y a passer le voir sur le chantier, passer le voir en salle, passer le voir dans son bureau. C'est toujours important aussi pour le salarié de se sentir valorisé. Valorisé. Est-ce que du coup, tu disais Marie-Béatrice, dans ton domaine, le turnover est assez élevé. Comment réussir à garder un équipier le plus longtemps possible? Pour moi, la problématique, elle ne se pose pas dans ce sens-là. Parce qu'encore une fois, je suis sur les métiers de la restauration rapide, même si c'est du haut de gamme, et donc on fait tout sur place. Aujourd'hui, je n'ai pas de plan de carrière à proposer à un collaborateur. Je sais effectivement que si j'ouvre une deuxième boutique, je serai amenée à avoir 2 responsables de points de vente, mais je ne gère pas de plan de carrière comme je pouvais le faire à Paris. Donc, ma problématique de fidélisation aujourd'hui, elle est liée à la volonté effectivement de ne pas devoir réexpliquer tous les 2 jours la même chose. Enfin voilà, mes clients ils sont très proches en plus de mes collaborateurs. Ils s'y attachent parce qu'on est vraiment dans l'hypercentre, donc c'est un petit village. Et c'est paradoxal ce que je vais dire, mais moi j'aurais plutôt envie que mes collaborateurs ensuite s'en aillent pour faire mieux, plutôt qu'ils restent 10 ans chez moi en tant qu'employé polyvalent. Pourquoi? Comment t'expliques ça? Parce qu'en fait, c'est un peu comme McDo, si vous voulez. Au bout d'un moment, si vous voulez faire carrière, il faut passer assistant manager et puis ensuite il faut être manager. Aujourd'hui, je n'ai pas cette capacité-là. Donc, le process de fidélisation pour moi, il est très égoïste, entre guillemets. Donc, ce que je travaille aujourd'hui, c'est la proximité, comme vous disiez. J'ai mis en place des entretiens
Et je vous avouerai que sur mes publics, les premières fois, elles ont roulé des billes comme ça. Une grille d'entretien, elles ne savaient même pas ce que c'était. Enfin voilà, oh, mais c'est quoi ce truc? Mais on est obligé de faire ça. Ben oui, oui, on va s'y coller. Encore une fois, c'est propre à mon secteur et à mon entreprise. Et le contact, il passe aussi, parce qu'on a des moments de friction, par des petites pauses dans la journée. Voilà, on a nos petits rituels de petit déjeuner. On fait des pots chaque fois que c'est possible, quand une occasion se présente. Et effectivement, ça permet à chacun de s'exprimer dans un contexte où on n'est pas à fond dans la production. Comme vous disiez, ça nous permet de garder le contact de façon plus détendue. Voilà. Ok. Hein, donc c'est essentiellement ça, c'est se ménager des petites pauses pour échanger. Alors, c'est vrai que tu disais, Marie-Laure, aussi au début, qu'il faut savoir les attentes aussi du collaborateur. Alors, on voit que sur les générations Z, je ne sais même plus où on en est dans l'alphabet, mais que c'est sur ceux qui arrivent maintenant sur le marché du travail vont être vraiment plus en recherche de sens pour leur activité, vont plutôt chercher à être en communion avec les valeurs de la structure qu'ils vont rejoindre et vont pas forcément être sur cette notion de carrière que tu évoquais. Donc c'est pouvoir aussi dans l'entretien savoir si on est sur quelqu'un qui peut-être va vouloir demain avoir son propre point de vente et qui va du coup intégrer un franchisé dans le but de lui avoir son propre point. Est-ce qu'on est sur quelqu'un qui a besoin d'une activité pour justement peut-être financer une passion, mais qui a des valeurs de loyauté, de fidélité qui fait qu'il va quand même être fidèle au poste, même pendant 10 ans, mais parce que ça lui permettra aussi d'avoir un équilibre de vie qui fait qu'il sera totalement épanoui. C'est vrai que voilà, cette notion de fidélisation va être propre à différentes notions, mais ce que j'entends, c'est que pour justement s'assurer qu'on reste sur une même longueur d'onde, il y a des moments à ne pas négliger. Donc, le droit français, je dirais, impose certains moments, avec notamment l'entretien professionnel, qui est vraiment dédié, on va dire, au collaborateur, à sa carrière. On fait un point sur un besoin de formation, comment il se sent dans l'entreprise. On décorrèle cela de l'évaluation et de la performance. Donc c'est un moyen aussi d'obliger, comme tu disais Marie-Béatrice, le collaborateur à se poser certaines questions. Donc on a aussi aujourd'hui, quelle que soit la taille de l'entreprise, des moments d'échange qui ne sont pas à négliger, qui peuvent être formels ou informels, puisque tu parlais des moments de partage un peu que tu as instauré. Alors quand on parle de ce type de moment, j'entends aussi certains chefs d'entreprise qui vont encore une fois y voir un investissement en argent, mais aussi en énergie, qu'on n'a pas toujours, compte tenu de l'activité, du rythme, des obligations. Comment justement s'assurer d'avoir ces moments d'échange, de feedback, de team building? Ça se fait naturellement, généralement. Quand un salarié se sent bien, des fois, il propose lui-même de ramener quelque chose. Donc, c'est là où on voit que le salarié se sent à l'aise. Dans votre cas, c'est important simplement de dire à un salarié, moi, je suis là pour t'amener de l'avant. Donc, pas pour que tu restes chez moi. C'est aussi un signe positif de lui dire, si tu pars, j'en serai encore plus ravi. Donc, c'est pour ça que il ne faut pas simplement voir la dépense, il faut voir le gain derrière. C'est-à-dire le salarié fidélisé, le salarié donc fidèle, qui aura envie de venir bosser, qui ne sera pas grincheux ou ne va pas rechigner à la tâche. C'est vraiment ça. D'accord. Alors j'entends aussi certains qui partagent cette notion de salaire, notamment dans des profils, je dirais, très demandés, avec des sollicitations tout le temps. Comment combattre quand on n'a pas forcément les moyens d'augmenter financièrement un collaborateur, mais qu'on veut garder? Est-ce qu'il y a des armes que l'on peut déclencher, utiliser? Il y a certains avantages qui sont octroyer une journée de repos, donner des primes de temps en temps, ça permet de fidéliser. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément d'armes gratuites. On est obligé d'avoir recours à une dépense financière ou à une demande de subvention quelconque. Aujourd'hui, on a par exemple la prime Macron qui permet de donner jusqu'à 1 000 € sans charge. Donc certaines petites entreprises, je leur conseille d'y aller parce que finalement, c'est une fois sur 3 ans, mais le salarié s'en souviendra. Donc c'est vraiment mettre en place ces petites choses.
généralement, un salarié qui se sent bien va penser augmentation de salaire au bout de la 3e année, pas tout de suite. D'accord, ok. Alors par rapport à ces petites choses que tu disais, je pense aussi à des chefs d'entreprise qui me partagent la flexibilité qu'ils vont avoir vis-à-vis d'un collaborateur, c'est-à-dire pouvoir mais aménager les horaires parce qu'on sait qu'il faut s'occuper d'un parent malade, c'est permettre effectivement de peut-être partir plus tôt ou arriver plus tard. Et du coup, ce sont des choses qui vont pas forcément peut-être se voir sur la rémunération en fin de mois, mais qui vont permettre aux collaborateurs de se sentir bien, de se sentir mieux et de rester épanoui au sein de la structure. Alors, je vois qu'on arrive à la fin du temps qui nous est imparti. Oui, c'est exactement ça. Il nous reste exactement 10 minutes. Donc, s'il y a des questions dans la salle, non ? On n'a pas véritablement eu de questions sur le réseau. Donc aussi des réactions exactement ou des témoignages personnels, non? Non. Personne ne souhaite intervenir. Est-ce que vous avez des salariés, ceux qui sont présents? Oui, je vois un oui. Non? Oui. La première embauche, c'était plutôt positif, difficile, c'était comment? Ouais. Je vais vous récupérer un micro. J'étais juste celui-là. Voilà. Merci. Ah oui, je crois qu'il y a un micro qui arrive. Elle est partie? Elle est partie? Non, elle est D'accord. Tu m'entends? Oui, très bien. Ok, super. La première embauche, oui, on s'en souvient toujours. Le premier salarié. Ça s'est bien passé. Bon, c'est vrai que moi, j'évolue dans l'univers startup, donc on le fait plutôt à la cool. C'est-à-dire que tout ce qui est intégration, onboarding, on le fait comme on peut le faire en startup, découvrir les lieux. Nous, on fournit toujours un t-shirt à l'effigie de notre boîte. Et c'est comme ça qu'on fait l'onboarding au sein de notre boîte. Et puis, on fait des photos d'équipe ou encore des photos lors de l'onboarding. Comme ça, le salarié repartage généralement sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux pour se sent vraiment impliqué, en tout cas, dans l'univers dans lequel elle évolue. Est-ce qu'il n'y a pas des candidats qui sont justement trop à la cool et qui arrivent avec plus en tête le cadre de travail un peu plus flexible, un peu plus léger qu'une entreprise classique et qui ne sont pas suffisamment conscients des exigences du poste? Alors, ça dépend du style de management, mais moi, tant que le boulot il est fait au final, surtout avec le Covid, on a recours beaucoup au télétravail. Donc nous on pratique le télétravail, ce qu'on appelle nous dans le jargon le remote. Mais tant que les actions qui ont été définies, le plan d'action de la semaine a été fait, peu importe si tu travailles la nuit, peu importe, tant à la fin de la semaine, tant que le boulot a été fait. Ok. C'est l'une des particularités en tout cas, mais c'est vrai que ça ne s'applique pas à toutes les boîtes dites classiques sous lesquelles un salarié peut être embauché en tout cas. Ok. Et pour cette première embauche, du coup, j'en profite. Est-ce que il y avait une communication particulière? Est-ce que il y avait une sollicitation d'une structure pour l'emploi, mission locale? Comment tu avais fonctionné? Dans mon cas précis, non, si j'ai pas eu de sollicitation sur tout ce qui est Pôle emploi ou encore les autres organismes. Ça a été un peu de communication. Alors, ça a été beaucoup de candidatures en spontané. Et après, un peu de communication en amont de l'embauche. Mais c'est vrai que ça a été majoritairement via des candidatures spontanées. Et après, on s'est dit, mais tiens, c'est vrai qu'on a besoin de ressources, on va dire tout ce qui est marketing, etc., digital. Donc, on a reçu des candidats et voilà, ensuite on a embauché. Alors, je me permets parce que du coup ta structure est connue, donc ça revient un petit peu à ce qu'on disait, c'est-à-dire que quand on est sur une activité qui nécessite d'avoir une communication et donc d'être visible sur les médias, c'est aussi un moyen d'attirer en fait des collaborateurs et d'avoir spontanément des personnes qui vont envoyer leur CV. Donc c'est, je dirais, une formule la plus facile, du moins en termes de sourcing, puisque les candidats viennent naturellement
Encore que, quand on a les candidats, il faut effectivement savoir comment les présélectionner, les évaluer et ne pas forcément choisir les premiers CV et les premiers candidats sympas qui se présentent. Super, merci Alan. D'autres réactions ou commentaires? Non? Non? Ok. Oui. Ok. Du coup, si on n'a plus de réaction, voilà, il nous reste 2 minutes. Si on devait donner un mot de conclusion, mesdames, pour réussir cette première embauche, qu'est-ce que vous diriez à un chef d'entreprise qui se lance? Alors pour moi, pour réussir la première embauche, c'est d'abord être sûr de ce qu'on veut en tant que salarié, donc en tant que chef d'entreprise, mais pour ses salariés. Et puis bien préparer l'intégration du salarié pour être sûr d'arriver à l'objectif commun qui est faire grandir l'entreprise. On a plein d'exemples de chefs d'entreprise qui sont partis de rien avec des structures où ils ont tenu 1 an, 2 ans, 3 ans tout seuls. Et puis finalement, la chose à retenir, c'est n'hésitez pas à recruter, surtout parce qu'aujourd'hui, les jeunes chefs d'entreprise ont peur de recruter. Souvent, mon associé me dit, tu sais que tu n'as pas le temps de le faire, prends quelqu'un. Et en fait, c'est la difficulté qu'on a quand on est chef d'entreprise, c'est le souci qu'on n'a pas finalement quand on est en entreprise et qu'on est cadre, on n'a pas ce souci de déléguer. Alors que finalement, quand on passe de l'autre côté, on a des problématiques finalement de déléguer avec la sensation qu'on peut tout réaliser tout seul parce que derrière, on a la difficulté financière qui est combien ça va me coûter d'avoir un salarié. N'hésitez pas à avoir recours à des aides. Aujourd'hui, la CTM propose des aides, le Pôle emploi aussi également. Vous avez des périodes de stage, d'immersion, vous avez l'alternance. Donc, n'hésitez pas non plus à gonfler vos effectifs avec des stagiaires, des alternants, des personnes qui vont peut-être vous apporter des choses et que vous pourrez rappeler à un moment. Puisque finalement, aujourd'hui, vous avez des formations qui durent 2 ans. Un alternant sur 2 ans, c'est 4 ans de bénéfices. Très bien. C'est très important. Marie-Béatrice, un mot? J'aurais tendance à dire que il faut bien se connaître quand on recrute. Il faut avoir conscience de ses propres points forts et de ses propres points faibles. Ne pas forcément aller vers quelqu'un qui vous ressemble, mais plutôt vers quelqu'un qui vous complète. Ça, c'est important, selon moi. En tout cas, ça a toujours été dans ma carrière. Et pour ce que vous disiez, effectivement, une fois que le collaborateur est là, il faut savoir déléguer, savoir lui faire confiance et le laisser, je ne vais pas dire voler de ses propres ailes, mais s'épanouir, et y aller, être force de proposition, faire des recommandations sur l'organisation. Alors après, il y a des candidats qui ne sont pas du tout doués pour ça. Là, on est en train de dresser le tableau idéal, mais quand vous avez ce type de profil, il faut savoir en profiter. Oui. Et puis c'est vrai qu'on a été assez générique aujourd'hui, mais embauche égale pas forcément embauche en CDI, CDD. Tu as évoqué l'alternance. Ça peut être aussi un bon moyen de gonfler les effectifs à moindre coût. Encore plus en ce moment avec le plan Un jeune, une solution qui permet d'avoir un alternant. Et c'est aussi un moyen de se tester en termes de délégation et d'accompagnement. Parce qu'on a quelqu'un qui n'est pas là tout le temps, on a quelqu'un qui est en apprentissage, donc obligé aussi de mettre en place des outils, des moyens pour apprendre, transmettre. Donc c'est aussi préparer un peu ce côté un peu manager qu'on n'a pas forcément quand on est chef d'entreprise, mais qu'il faut avoir quand on veut aller vers la performance, la réussite et avoir des équipes. Sinon, recruter un bon manager. Sinon, recruter un bon manager. Merci, mesdames, pour ces échanges. Merci aux participants dans la salle et en ligne. Et puis, à bientôt. On a mentionné Pégase. On a mentionné au début, avant que tu arrives, IUNI. IUNI. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, on reste encore présent sur le salon. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.